Bonsoir à tous, bienvenue sur C8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de Voyage au bout de la nuit. Et ce soir, j'ai le plaisir de continuer la lecture que Florie avait entamée pour vous. Une œuvre d'Émile Zola, parue en 1886, qui s'intitule L'œuvre. Alors, dans ce roman, Zola se révèle complètement. Il parle de la jeunesse et de ses espérances, de l'envie de refaire le monde et surtout celui de l'art, de briser les carcans, puis enfin apprendre à faire des compromis pour rentrer dans les rangs et puis pour peut-être un jour réussir. Et puis enfin, lorsqu'on fait ses compromis, lorsqu'on fait ses concessions, évidemment, en tant qu'artiste, on a l'impression qu'on perd cette pureté, qu'on perd son intégrité dans son message artistique, un message donc qui est très très fort, dans lequel beaucoup d'artistes peuvent se retrouver. Et c'est un fléau qui affecte bon nombre d'entre nous, hélas, quand voilà, c'est l'heure de faire des compromis, puisque c'est pas facile de gagner sa vie en tant qu'auteur, en tant que peintre, en tant qu'acteur, pourquoi pas. Et donc, mais par contre, le héros de Zola dans l'œuvre ne cédera pas à ce fléau, et lui, il ne capitulera pas. Sa peinture et son art resteront une passion absolue, voire une obsession jusqu'à la fin, quitte à sacrifier toute sa vie amoureuse, toute sa vie sentimentale, toute sa vie personnelle. Donc, c'est une œuvre vraiment très très subtile, très personnelle ici, que nous livre Zola, où il parle de lui-même, où il explore et il évoque le manque d'inspiration qui pouvait le toucher parfois, et puis il évoque ses amitiés, ses apparences souvent trompeuses, et puis surtout, il explore le conflit artistique qui opposa les romantiques et les naturalistes, ici transposé de la peinture à la littérature. Bref, c'est un roman qui raconte la passion de l'art au détriment de la vie et de l'amour. Ça promet, n'est-ce pas, l'œuvre d'Émile Zola? On commence tout de suite, on reprend tout de suite la lecture que Florie avait commencé pour vous. Pardon, excusez-moi, va me gronder si j'écorche son prénom. Alors, et puis si vous souhaitez réagir sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas en utilisant le hashtag VBN. Voilà, vous savez tout. C'est parti, vous êtes bien installés dans votre canapé? C'est l'heure de se détendre en lisant et découvrant Émile Zola, l'œuvre. C'est parti, bonne lecture. Sa voix était si altérée que les deux autres, immédiatement, se turent. Et lui, après avoir gratté de nouveau la tête de la figure nue, la redessina et la repeignit d'après la tête de Christine, d'une main emportée mal assurée qui s'égarait. Puis, il attaqua la gorge, indiqué à peine sur l'étude. Son excitation augmentait. C'était sa passion de chaste pour la chair de la femme. Un amour fou des nudités désirées et jamais possédées. Une impuissance à se satisfaire, à créer de cette chair autant qu'il rêvait d'en étreindre de ses bras éperdus. Ces filles qu'il chassait de son atelier, il les adorait dans ses tableaux, il les caressait et les violentait, désespéré jusqu'aux larmes de ne pas pouvoir les faire assez belles, assez vivantes. « Hein? 10 minutes, n'est-ce pas ?» répéta-t-il. « J'établis les épaules pour demain et nous descendons. » Sandoz et Dubuche, sachant qu'il n'y avait pas à l'empêcher de se tuer ainsi, se résignèrent. Le second alluma une pipe et s'étala sur le divan. Lui seul fumait. Les deux autres ne s'étaient jamais bien accoutumés au tabac, toujours menacés d'une nausée pour un cigare trop fort. Puis, lorsqu'il fut sur le dos, les regards perdus dans les jets de fumée qu'il soufflait, il parla de lui, longuement, en phrases monotones. Ah, ce sacré Paris! Comme il fallait s'y user la peau pour arriver à une position. Il rappelait ses 15 mois d'apprentissage chez son patron, le célèbre De Caissonnière, l'ancien Grand Prix, aujourd'hui architecte de bâtiments civils, officier de la Légion d'honneur, membre de l'Institut dont le chef-d'œuvre, l'église Saint-Matthieu, tenait du moule à pâté et de la pendure empire. Un bon homme, au fond, qu'il blaguait, tout en partageant son respect des vieilles formules, classiques. Sans les camarades, d'ailleurs, il n'aurait pas appris grand-chose à leur atelier de la rue du Four, où le patron passait en courant 3 fois par semaine.
Des gaillards féroces, les camarades, qui lui avaient rendu la vie joliment dure au début, mais qui au moins lui avaient enseigné à coller un châssis, à dessiner et à laver un projet. Et que de déjeuners faits d'une tasse de chocolat et d'un petit pain, pour pouvoir donner les 25 francs au massier. Et que de feuilles barbouillées péniblement, que d'heures passées chez lui sur des bouquins avant d'oser se présenter à l'école. Avec ça, il avait failli être retoqué, malgré son effort de gros travailleur. L'imagination lui manquait. Son épreuve écrite, une cariatide et une salle à manger d'été, très médiocre, l'avaient classé tout au bout. Il est vrai qu'il s'était levé à l'oral, avec son calcul de l'algorithme, ses épures de géométrie et l'examen d'histoire, car il était très ferré sur la partie scientifique. Maintenant qu'il se trouvait à l'école, comme élève de seconde classe, il devait se décarcasser pour enlever son diplôme de première classe. Quelle chienne de vie! Jamais ça ne finissait! Il écarta les jambes très haut sur les coussins, fuma plus fort régulièrement. Cours de perspective, cours de géométrie descriptive, cours de stéréotomie, cours de construction, histoire de l'art. Ah, il vous en faut noircir du papier à prendre des notes. Et tous les mois, un concours d'architecte. Et tous les mois, un concours d'architecture, tantôt une simple esquisse, tantôt un projet. Il n'y a point à s'amuser si l'on veut passer ses examens et décrocher les mentions nécessaires. Surtout lorsqu'on doit, en dehors de ses besognes, trouver le temps de gagner son pain. Moi, j'en crève. Un coussin assez glissé par terre, un coussin ayant glissé par terre, il le repêcha à l'aide de ses deux pieds. Tout de même, j'ai de la chance. Il y a tant de camarades qui cherchent à faire la place, sans rien dénicher. Avant-hier, j'ai découvert un architecte qui travaille pour son grand entrepreneur. Oh non, on n'a pas idée d'un architecte de cette ignorance. Un vrai goujat, incapable de se tirer d'une décalque. Et il me donne 25 sous de l'heure. Je lui remets ses maisons debout. Ça tombe joliment bien. La mère m'avait signifié qu'elle était complètement à sec. Pauvre mère. En ai-je de l'argent à lui rendre? Comme Dubuche parlait évidemment pour lui, remâchant ses idées de tous les jours, sa continuelle préoccupation d'une fortune prompte, Sandoz ne prenait pas la peine de l'écouter. Il avait ouvert la petite fenêtre, il s'était assis au ras du toit, souffrant à la longue de la chaleur qui régnait dans l'atelier. Mais il finit par interrompre l'architecte. « Dis donc, est-ce que tu viens dîner jeudi ? Ils seront tous là. Fagerolles, Mahoudeau, Jory, Gagnère. » Chaque jeudi, on se réunissait chez Sandoz, une bande, les camarades de Plassans, d'autres connus à Paris, tous révolutionnaires, animés de la même passion de l'art. Jeudi prochain, je crois pas, répondit Dubuche. Il faut que j'aille dans une famille où l'on danse. Est-ce que tu espères y carotter une dot? Tiens, ça serait déjà pas si bête. Il tapa sa pipe sur la paume de sa main gauche pour la vider. Et avec un soudain éclat de voix, oh, « J'oubliais! J'ai reçu une lettre de Pouillot. » Toi aussi, hein? Est-il assez vidé, Pouillot? En voilà un qui a mal tourné, hein. Pourquoi donc? Il succédera à son père, il mangera tranquillement son argent là-bas. Sa lettre était très raisonnable. J'ai toujours dit qu'il nous donnerait une leçon à tous, avec son air de farceur. Ah, cet animal de Pouillot. Sandoz allait répliquer, furieux, lorsqu'un juron désespéré de Claude les interrompit. Ce dernier, depuis qu'il s'obstinait au travail, n'avait plus desserré les dents. Il semblait même ne pas les entendre. « Oh, nom de Dieu, c'est encore raté ! Décidément, je suis une brute. Jamais je ne ferai rien. » Et dans un élan, dans une crise de folle rage, il voulut se jeter sur sa toile pour la crever du poing. Ses amis le retinrent. « Voyons, était-ce enfantin, une colère pareille? Il serait bien avancé ensuite, quand il aurait le mortel regret d'avoir abîmé son œuvre. » Mais lui, tremblant encore, retombé à son silence, regardait le tableau sans répondre d'un regard ardent et fixe.
où brûlait l'affreux tourment de son impuissance. Rien de clair ni de vivant ne venait plus sous ses doigts. La gorge de la femme s'empâtait de tons lourds. Cette chair adorée qu'il rêvait, éclatante, il la salissait. Il n'arrivait même pas à la mettre à son plan. Qu'avait-il donc dans le crâne pour l'entendre ainsi craquer de son effort inutile? Était-ce une lésion de ses yeux qui l'empêchait de voir juste? Ses mains cessaient-elles d'être avec lui, puisqu'elles refusaient de lui obéir? Il s'affolait davantage en s'irritant de cet inconnu héréditaire qui parfois lui rendait la création si heureuse et qui d'autres fois l'abêtissait de stéréalité au point qu'il oubliait les premiers éléments du dessin. Et sans sentir son être tourné dans une nausée de vertige et rester là, quand même avec la fureur de créer lorsque tout fuit, tout coule autour de soi, l'orgueil du travail, la gloire rêvée, l'existence entière. Écoute, mon vieux, reprit sans dose, c'est pas pour te le reprocher, mais il est 6h30 et tu nous fais crever de faim. Sois sage, descends avec nous. Claude nettoyait à l'essence un coin de sa palette. Il y vida de nouveaux tubes. Il répondit d'un seul mot, la voix tonnante. Non. Pendant 10 minutes, personne ne parla plus. Le peintre hors de lui, se battant avec sa toile, les deux autres troublés et chagrins de cette crise qu'il ne savait de quelle façon calmer. Puis comme on frappait à la porte, ce fut l'architecte qui alla ouvrir. « Tiens, le père Malgras !» Le marchand de tableaux était un gros homme, enveloppé dans une vieille redingote verte, très sale, qui lui donnait l'air d'un crochet de fiacre mal tenu, avec ses cheveux blancs coupés en brosse et sa face rouge, plaquée de violet. Il dit d'une voix raugomme. Je passais par là, sur le quai en face, j'ai vu monsieur à la fenêtre, alors je suis monté. Il s'interrompit devant le silence du peintre, qui s'était retourné vers sa toile, avec un mouvement d'exaspération. Du reste, il ne se troublait pas, très à l'aise, carrément planté sur ses fortes jambes, examinant de ses yeux tachés de sang le tableau ébauché. Il le jugea sans gêne, d'une phrase où il y avait de l'ironie et de la tendresse. « En voilà une machine !» Et comme personne encore ne soufflait mot, il se promena tranquillement, à petits pas dans l'atelier, regardant le long des murs. Le père Malgras, sous l'épaisse couche de sa crasse, était un gaillard très fin, qui avait le goût et le flair de la bonne peinture. Jamais il ne s'égarait chez les barbouilleurs médiocres. Il allait droit, par instinct, aux artistes personnels, encore contestés, dans son nez flamboyant d'ivrogne, sentait de loin le grand avenir. Avec cela, il avait le marchandage féroce. Il se montrait d'une ruse de sauvage pour emporter à bas prix la toile qu'il convoitait. Ensuite, il se contentait d'un bénéfice de brave homme. 20%, 30% au plus, ayant basé son affaire sur le renouvellement rapide de son petit capital, n'achetant jamais le matin sans avoir auquel de ses amateurs, il vendrait le soir. Il mentait d'ailleurs superbement. Arrêté près de la porte, devant les académies peintes à l'atelier Boutin, il les contempla quelques minutes en silence, les yeux luisants d'une jouissance de connaisseur qu'il éteignait sous ses lourdes paupières. Quel talent, quel sentiment de la vie chez ce grand toquet qui perdait son temps à d'immenses choses dont personne ne voulait. Les jolies jambes de la fillette, l'admirable ventre de la femme surtout le ravissaient. Mais cela n'était pas de vente. Il avait déjà fait son choix. Une petite esquisse au coin de la campagne de Plassans, violente et délicate, qu'il affectait de ne pas voir. Enfin, il s'approcha. Il dit négligemment « Qu'est-ce que c'est que ça ?»
Ah oui, une de vos affaires du midi. C'est trop cru. J'ai encore les 2 que je vous ai achetés, donc... Et il continua en phrases molles, interminables. Vous refuserez peut-être de me croire, monsieur Lantier, mais ça vaut rien du tout, hein. Pas du tout. J'en ai plein un appartement. Je crains toujours de crever quelque chose quand je me retourne. Il n'y a pas de moyen que je continue. Parole d'honneur. Il faudrait que je liquide et je finirai à l'hôpital, n'est-ce pas? Vous me connaissez, hein, j'ai le cœur plus grand que la poche. Je demande qu'à obliger les gens de talent comme vous. Ah, pour ça, ouais, ça, vous avez du talent. Je ne cesse de leur crier. Mais que voulez-vous? Ils mordent pas. Ah non, ils ne mordent pas. Et de jouer l'émotion. Puis, avec l'élan d'un homme qui fait une folie. Enfin, je ne serais pas venue pour rien. Qu'est-ce que vous me demandez de cette pochade? Claude, agacé, peignait avec des tressaillements nerveux. Il répondit d'une voix sèche, sans tourner la tête. 20 francs. Comment? 20 francs? Mais vous êtes fou? Vous m'avez vendu les autres 10 francs pièce. Aujourd'hui, je donnerai que 8 francs, pas un sou de plus. D'habitude, le peintre cédait tout de suite, honteux et excédé de ses querelles misérables, bien heureux au fond de trouver ce peu d'argent. Mais cette fois, il s'entêta. Il vint crier des insultes dans la face du marchand de tableaux qui se mit à le tutoyer, lui retira tout talent, l'accabla d'invectives en le traitant de fils ingrat. Ce dernier avait fini par sortir de sa poche, une à une, 3 pièces de 100 sous. Et il les laissa, de loin, comme des palets, sur la table, où elles sonnèrent parmi les assiettes. 1, 2, 3. Pas une de plus, entends-tu? Car y en a déjà une de trop, hein. Et tu me la rendras. Je te la retiendrai sur une autre. Parole d'honneur. 15 francs, ça. Ah, mon petit, tu as tort. Voilà un sale tour dont tu te repentiras. Épuisé, Claude le laissa décrocher la toile. Elle disparut comme par enchantement. Dans la grande redingote verte, avait-elle glissé au fond d'une poche spéciale? Dormait-elle sous le revers? Aucune bosse ne l'inquiétait. Aucune bosse ne l'indiquait. Son coup fait, le père Malgras se dirigea vers la porte, subitement calmé. Mais il se ravisa et revint dire, de son air bonhomme, « Écoutez donc, monsieur Lantier, j'ai besoin d'un homard. Hein? Vous me devez bien ça. Après m'avoir étrillé, je vous apporterai le homard. Et vous m'en ferez une nature morte. Mais vous le garderez pour la peine. Vous le mangerez avec des amis. Entendu, n'est-ce pas? » À cette proposition, Sandoz et Dubuche, qui avaient jusque-là écouté curieusement, éclatèrent d'un si grand rire que le marchand s'égaya lui aussi. Ces rosses de peintre, ça ne fiche rien de bon. Ça devait crever la faim. Qu'est-ce qu'ils seraient devenus, les sacrés fainéants, si le père Malgras, de temps à autre, ne leur avait pas apporté un bon gigot, une barbue bien fraîche, ou un homard avec son bouquet de persil. J'aurai mon homard, n'est-ce pas, Lantier? Merci bien. De nouveau, il restait planté devant l'ébauche de la grande toile, avec son sourire d'admiration railleuse. Et il partit enfin, en répétant « En voilà une machine !» Claude voulut reprendre encore sa palette et ses brosses. Mais ses jambes fléchissaient, ses bras retombaient, engourdis comme liés à son corps par une force supérieure. Dans le grand silence morne qui s'était fait, après l'éclat de la dispute, il chancelait, aveuglé, égaré, devant son œuvre informe. Alors, il bégaya. Oh, j'en peux plus. J'en peux plus. Ce cochon m'a achevé. 7 heures venaient de sonner au coucou. Il avait travaillé là 8 longues heures, sans manger autre chose qu'une croûte, sans se reposer une minute, debout, secoué de fièvre. Maintenant,
Le soleil se couchait. Une ombre commençait à assombrir l'atelier où cette fin de jour prenait une mélancolie affreuse. Lorsque la lumière s'en allait ainsi, sur une crise de mauvais travail, c'était comme si le soleil ne devait jamais réapparaître, après avoir emporté la vie, la gaieté chantante des couleurs. « Viens, supplia Sandoz, avec l'attendrissement d'une pitié fraternelle. Viens, mon vieux. » Dubuche lui-même ajouta: « Tu verras plus clair demain. Allez, viens dîner. » Un moment, Claude refusa de se rendre. Il demeurait cloué au parquet, sourd à leur voix amicale, farouche dans son entêtement. Que voulait-il faire maintenant que ses doigts raidis lâchaient le pinceau? Il ne savait pas, mais il avait beau ne plus pouvoir, il était ravagé par un désir furieux de pouvoir encore, de créer quand même. Et s'il ne faisait rien, il resterait au moins, il ne quitterait pas sa place. Puis, il se décida. Un tressaillement le traversa comme d'un sanglot. À pleine main, il avait pris un couteau à palette très large et d'un seul coup, lentement, profondément, il gratta la tête et la gorge de la femme. Ce fut un meurtre véritable, un écrasement. Tout disparut dans une bouillie fangueuse. Alors, à côté du monsieur au veston vigoureux, parmi les verdures éclatantes où se jouaient les deux petites lutteuses si claires, il n'y eut plus de cette femme nue sans poitrine et sans tête qu'un tronçon mutilé, qu'une tache vague de cadavre, une chair de rêve évaporée et morte. Voilà, nous sommes en pleine lecture de l'œuvre d'Émile Zola. Nous allons faire une petite pause. Je vous propose de nous retrouver un tout petit peu plus tard pour la suite de cette lecture. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une belle nuit si vous allez vous coucher et une très bonne journée si vous commencez votre journée. À plus tard. Salut.